half, 2, 1/160th second for shadow photography on the sequence camera. Okay. Hail, this is Houston, we're copy. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité de la conquête spatiale toutes les semaines. La semaine dernière s'est tenu à Adélaïde en Australie le 68e International Astronautical Congress. Elon Musk en a profité pour nous parler de son entreprise spatiale. Il nous a partagé sa vision pour le futur proche et lointain de SpaceX. Et nous avons droit à un peu de changement comparé à ce qu'on nous avait présenté l'année dernière. Pour développer son lanceur lourd BFR, l'entreprise américaine est face à une difficulté de taille, le financement. On ne développe pas le lanceur le plus puissant de l'histoire de l'humanité sans injecter quelques milliards au passage. Pour résoudre ce problème, la solution d'Elon est la suivante. L'entreprise dépense actuellement beaucoup d'argent pour le développement des fusées Falcon 9 et Falcon Heavy, ainsi que pour sa capsule Dragon. Avec la BFR, la fusée qui doit servir à la colonisation de Mars, SpaceX veut rendre tous ses autres produits obsolètes. Autrement dit, SpaceX souhaite à terme ne proposer qu'une seule fusée, gigantesque et capable de remplir toutes les missions. Elle doit être entièrement réutilisable et nécessiter peu de maintenance. Idéalement, le coût du lancement se réduirait au coût du plein d'ergol. Une fois la Falcon Heavy opérationnelle, SpaceX basculerait donc l'ensemble de sa recherche et développement sur la BFR et le vaisseau spatial qui va l'accompagner. À vrai dire, le travail est déjà bien engagé puisqu'on a appris que le réservoir d'oxygène liquide de la fusée a été testé en conditions réelles et le moteur Raptor a déjà fonctionné plus de 1200 secondes au cours de 42 tests. La BFR serait donc un monstre capable de mettre en orbite basse une charge utile de 150 tonnes dans une configuration entièrement réutilisable. D'après Elon Musk, ce gigantisme lui permettra aussi de devenir le lanceur le moins cher du marché. Et si l'ensemble de la fusée est réutilisable, c'est en effet possible. La BFR mesure 106 mètres pour un diamètre de 9 mètres. Son premier étage est équipé de 31 moteurs Raptor, fournissant une poussée au décollage de 5400 tonnes. Largement de quoi soulever les 4400 tonnes de la fusée. Le véhicule spatial qui nous a été présenté avec cette fusée pourrait avoir plusieurs applications. La principale serait bien sûr le voyage vers Mars. Il serait alors utilisé en deux versions. Une version cargo, non habitée, et une version capable d'accueillir une centaine de voyageurs. Il mesurera 48 mètres de long pour une masse à vide de 85 tonnes. Dans sa version habitée, il aura un volume pressurisé de 825 mètres cubes. C'est plus qu'à bord d'un A380. Les voyageurs se partageront 40 cabines en plus de pièces communes et d'un abri pour les tempêtes solaires. Le vaisseau pourra stocker 1100 tonnes d'oxygène et de méthane liquide, assez pour faire le voyage jusqu'à Mars depuis l'orbite terrestre. Il restera cependant nécessaire de produire du carburant sur place pour le voyage du retour. Elon a brièvement abordé la question de la production de carburant. Elle nécessitera l'installation d'une gigantesque surface de panneaux solaires. Le méthane et l'oxygène liquide seront produits à partir de l'atmosphère et de l'eau martienne. Le vaisseau sera aussi équipé de petites ailes delta, capables de lui fournir une portance et manœuvrabilité dans les milieux atmosphériques. Il offrirait par contre la possibilité de faire des voyages aller-retour jusqu'à la surface lunaire sur ses seules réserves de carburant, à condition de faire le plein sur une orbite elliptique de transfert. Du côté de l'architecture de mission martienne, celle-ci s'appuiera sur le vaisseau dont on a parlé, qui sera placé en orbite basse. Il fera alors le plein d'ergol à l'aide de plusieurs tankers. Les transferts de carburant se feront cul à cul et non pas latéralement comme cela nous avait été montré dans de précédentes vidéos. Le voyage vers Mars s'effectuera en quelques mois. L'immense majorité du freinage se fera de manière aérodynamique avec l'allumage d'un ou deux Raptors du vaisseau lors de la phase finale. Pour le retour, grâce à la faible gravité martienne, le vaisseau sera capable de rejoindre la surface terrestre depuis la surface martienne sans fusée et avec un seul plein d'ergol.
Mais que serait une présentation d'Elon Musk sans un calendrier très optimiste? Je vous le donne quand même à titre indicatif. SpaceX espère mener une première mission vers Mars avec la BFR et son vaisseau en 2022. Oui, dans 5 ans. Cette première mission serait entièrement automatisée et ferait appel à au moins 2 vaisseaux cargo. Ces derniers seraient chargés de placer les premières infrastructures sur le sol martien et de localiser les ressources nécessaires à la base. Lors de la fenêtre de tir suivante, en 2024 donc, 4 vaisseaux prendraient le départ vers Mars, avec les premiers explorateurs humains à bord dans 2 d'entre eux. Leur mission principale consisterait à mettre en place l'usine de production de méthane et d'oxygène nécessaire à leur retour. Pas vraiment le droit à l'échec donc. Ce serait aussi l'occasion d'établir une base permanente à la surface de la planète rouge. Les plans à plus long terme d'Elon Musk, on les connaît. Il veut littéralement coloniser Mars pour faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ou plutôt la BFR avant la Falcon Heavy. Autre point intéressant de la conférence, Elon Musk a détaillé d'autres applications possibles pour sa fusée et son vaisseau gigantesque. L'une d'entre elles serait le voyage terrien. Utiliser la BFR permettrait de relier n'importe quel point de la Terre en moins d'1 heure. Alors on imagine qu'il va falloir de grands efforts de persuasion avant que des pays acceptent de laisser s'approcher des véhicules aussi massifs de leur capitale, surtout sur des trajectoires de missiles balistiques. La ligne Washington-Moscou ne sera certainement pas la première inaugurée, mais pourquoi pas? Cela démontre au moins qu'Elon est convaincu qu'il peut rendre le vol spatial aussi sûr que l'aviation commerciale. Comme souvent avec ce genre de conférence, on repart avec des paillettes plein les yeux et des questions plein la tête. Les enthousiastes et les sceptiques vont probablement s'étriper en ligne pendant des mois pour déterminer si Elon Musk est un charlatan, un fou ou un visionnaire. Mais il faut quand même reconnaître que le palmarès de SpaceX commence à donner un certain poids aux déclarations du bonhomme. Allez, il n'y a pas que SpaceX dans la vie, surtout que l'entreprise américaine n'est pas la seule à avoir fait des déclarations intéressantes ces dernières semaines. Au printemps dernier, la NASA nous a révélé son projet de station spatiale en orbite cislunaire, appelé Deep Space Gateway. La NASA semble donc enfin décider à s'aventurer un peu plus loin que l'orbite basse. La semaine dernière, la Russie a annoncé en coopération avec la NASA qu'elle allait participer au projet. Si les États-Unis et la Russie parviennent à s'entendre sur une nouvelle station spatiale commune dans l'espace profond, alors on tient peut-être notre successeur à la Station spatiale internationale. Surtout que Deep Space Gateway est un projet franchement intéressant. Peut-être le plus intéressant concernant le vol habité depuis les missions Apollo. Après 50 ans en orbite basse, il serait bon de voir la NASA prendre un peu de risque. Même si au final, ce n'est pas allé très loin. Deep Space Gateway serait aussi l'avantage de fournir un prétexte parfait pour l'existence du SLS et de la capsule Orion. Techniquement, la station spatiale Deep Space Gateway viendrait s'installer sur une orbite un peu spéciale du système Terre-Lune, qui permettrait de l'utiliser comme point de départ pour mener des missions vers la surface de notre satellite. La station n'aura pas vocation à accueillir une présence permanente. Elle recevrait des équipages de 4 astronautes pour des missions d'une 40aine de jours. Deep Space Gateway serait composé de 4 modules. Un module de propulsion et d'alimentation, un module d'habitation, un module logistique et un SAS pour des sorties extravéhiculaires. Elle devrait être assemblée grâce à 4 tirs de SLS entre 2022 et 2026. La NASA voudrait ensuite aller plus loin grâce au développement du vaisseau Deep Space Transport. Ce dernier viendrait s'amarrer à la station et pourrait servir au voyage habité au-delà du système Terre-Lune, donc idéalement vers Mars. Jusqu'à présent, ce plan révélait plus du vœu pieux que de la certitude. Bill Gerstenmaier, le directeur pour les vols habités de la NASA, avait souligné le besoin de certitude financière de la part du Congrès américain pour pouvoir mener ce projet à bien. Mais si les Russes rentrent dans la partie, alors les choses deviennent plus sérieuses. D'autant plus que les agences spatiales canadiennes et japonaises ont aussi exprimé un intérêt pour le projet. Un engagement auprès des partenaires internationaux forcerait la NASA à bloquer ses budgets et diminuerait les risques de coupes budgétaires, d'annulation ou encore de révision d'ambition.
le mal chronique dont souffre l'administration spatiale américaine. Et si l'agence spatiale européenne pouvait se joindre à la fête, alors on vivrait dans le plus beau des mondes. Plus sérieusement, la station Deep Space Gateway est peut-être le projet le plus ambitieux qu'a eu la NASA depuis quelques décennies. On espère donc vivement qu'il va voir le jour et enfin peut-être nous permettre de dépasser Apollo. Allez, on a ouvert cet épisode par une conférence en Australie, on va donc le boucler en revenant sur la terre des kangourous. L'Australie est un pays qui bénéficie d'une économie solide, d'une population en croissance et donc de moyens financiers de plus en plus importants. Rien d'étonnant donc à ce que le gouvernement australien ait annoncé au congrès d'Adélaïde que le pays était prêt à se doter d'une agence spatiale. Cela ne veut pas dire que l'Australie était inactive dans le domaine spatial jusqu'à présent. Le gouvernement australien estime que l'industrie spatiale du pays pèse déjà 4 milliards de dollars et emploie 11 500 personnes. Par exemple, l'Australie est un des 3 sites qui accueillent les antennes du Deep Space Network, le réseau chargé de suivre les sondes de la NASA qui s'aventurent dans l'espace lointain. Avec la création de cette agence, le gouvernement australien souhaite doubler la taille de son secteur spatial au cours des 5 prochaines années. Il semble que ce soit les perspectives commerciales plus que l'intérêt scientifique qui motivent la décision. Mais bon, cela a au moins le mérite de nous montrer que l'espace intéresse de plus en plus de monde, tout simplement car le secteur génère de l'argent et des emplois qualifiés. Un premier budget spatial va donc être voté par le gouvernement australien pour l'année 2018. À terme, Canberra souhaiterait que le pays produise ses propres satellites de communication. La révolution des CubeSats est vue comme une opportunité idéale pour se développer en tant que nation spatiale à moindre coût. On espère bien sûr que le volet scientifique ne sera pas complètement oublié par nos amis de l'hémisphère sud. Qui sait, peut-être que l'Australie pourrait apporter sa contribution à la station Deep Space Gateway. Le pays a largement les moyens de se placer au niveau du Canada, qui a fait d'importantes contributions à la Station spatiale internationale. Allez, sur ces promesses d'avenir, il est temps de nous quitter. Comme d'habitude, je vous invite à partager questions et remarques dans l'espace commentaire. Je répondrai à quelques-unes d'entre elles dimanche dans l'émission Espace Commentaire. Je suis d'ailleurs heureux de constater que ce nouveau format semble vous plaire. Pour ce qui est des sources qui ont servi à l'écriture de la vidéo, je vous dirige vers la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.